Bonsoir Julien Audoul, Bonsoir. député RN de Lyon et porte-parole du Rassemblement national. Merci d'avoir accepté notre invitation. À 19h32, d'abord, c'est l'heure de notre séquence vrai ou faux comme chaque soir avec Louis Augry. Bonsoir. Bonsoir Louis. Ce matin, vous avez écouté le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, qui était l'invité de France Info. Il a réagi à cette vague de chaleur dont on va parler que le pays traverse. On lui a demandé s'il trouvait alarmiste ceux qui pointent le réchauffement de la planète. Et voilà ce qu'il a répondu. Pas alarmiste, c'est entièrement un réchauffement climatique. Marine Le Pen avait présenté un plan d'électrification du pays qui s'appelait Marie Curie en 2022. Avec la gauche, on était le seul parti politique à présenter un plan complet de décarbonation et de transition. Le RN, seul parti politique à présenter un plan complet de décarbonation et de transition. Vous avez vérifié ça ? On a regardé ce qu'a proposé le Rassemblement national ces dernières années sur le volet écologie et on trouve principalement deux choses. Le plan Marie Curie, auquel fait référence Jean-Philippe Tanguy, c'est un document qui date de 2022. C'est présenté comme la boussole du parti sur l'énergie. Il n'a jamais été publié intégralement. On le connaît parce que nos confrères de Contexte ont pu remettre la main dessus. Et puis on a ce livret écologie du RN qui, lui, pour le coup, est bien public, qui fait 18 pages. Effectivement, c'est pour une économie décarbonée. Alors, dans ces deux documents, le Rassemblement national mise très largement sur le nucléaire. Vous parlez aussi de restauration de la biodiversité dans ce document. Et surtout, c'est important, vous demandez à sortir de ce que vous appelez l'écologie punitive, autrement dit, une écologie que vous considérez comme trop contraignante. Alors, ces documents, ils datent un peu. Est-ce que vous avez mis la main sur un document plus récent ? On peut regarder tout simplement le contre-budget du Rassemblement national pour 2026. Pour faire des économies, le RN s'attaque aux agences de l'État, dont des agences de préservation de la planète notamment. Alors la liste est longue, mais dans votre viseur, il y a notamment l'Office français de la biodiversité, l'ADEME, l'Agence Bio. Et dans ce contre-budget, il y a aussi la suppression de choses que vous considérez comme inutiles, comme ce plan vélo. Et pas question non plus d'augmenter les taxes sur l'aérien. Vous supprimez cette hausse de taxes. Bref. C'est vrai, ce que dit Jean-Philippe Tanguy, vous avez bien un plan de décarbonation comme la gauche, mais qui est très axé sur le nucléaire. Et sur ce contre-budget de l'année dernière, vous allez à l'encontre de beaucoup de mesures, pour le coup, que défendent les écologistes. Alors, ce matin, Jean-Philippe Tanguy a aussi été interrogé sur les propos du Rassemblement national vis-à-vis du GIEC, ce groupe d'experts internationaux sur le climat, et il a dit ça. Il y a les constats, les analyses scientifiques du GIEC. Il y a certaines personnalités du GIEC, et c'est leur liberté citoyenne, qui ont des engagements dans des partis à gauche. Il y a toujours eu cette incompréhension-là dans la position du Rassemblement national. Ce n'était pas une remise en cause du travaux du GIEC. Alors, pas une remise en cause des travaux du GIEC par le RN, d'après Jean-Philippe Tanguy ? Oui, c'est pas sûr. En réalité, Marine Le Pen a pas toujours été très tendre quand même avec le groupe de scientifiques. Par exemple, 2012, elle estimait que ce ne sont pas les travaux du GIEC qui peuvent établir avec certitude que l'homme est la cause du changement climatique. Elle disait aussi ça, le GIEC, c'est le consensus de ceux qui ont la parole, ce sont les prêtres et les évêques du changement climatique. Très sympa. 2023, plus de 10 ans après, elle affirmait encore que le GIEC a toujours été alarmiste, une ligne que l'on retrouve aussi chez d'autres cadres du parti. C'était le cas notamment du député du Loiret et porte-parole du RN, Thomas Ménager. Il disait ça. Nous ne pouvons pas uniquement nous baser sur les données du GIEC. Il y a à avoir une vision politique qui, bien entendu, tient compte du réchauffement climatique. Mais ça a été dit par Marine Le Pen. Ils ont parfois tendance à exagérer. Voilà, des chercheurs du GIEC alarmistes qui ont tendance à exagérer. C'est ce qui ressort quand même de beaucoup de déclarations de ces dernières années du Rassemblement national. Donc, contrairement à ce qu'affirme Jean-Philippe Tanguy, les critiques du RN sur le GIEC pendant des années, elles ne concernaient pas uniquement des personnalités trop à gauche, elles concernaient aussi leurs prévisions météorologiques et les prévisions de climat, même si ça a peut-être changé aujourd'hui. On va voir ça tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Louis, je rappelle le rendez-vous hebdomadaire avec toute l'équipe de Vrai ou Faux. À midi. Le samedi à midi. Vrai ou faux, l'émission rediffusée le dimanche soir à 20h. Alors, Julien Audoul, où en êtes-vous sur ce sujet ? Est-ce que vous pensez toujours que le GIEC exagère ? Non, mais il y a plusieurs choses. Déjà, que ce soit les experts, que ce soit les agences, des groupes constitués, il faut les écouter, et nous les écoutons. Il faut regarder leurs prévisions, et c'est normal d'ailleurs par nature qu'ils soient alarmistes. C'est leur travail d'être alarmistes. Et heureusement qu'ils nous alertent sur un certain nombre de phénomènes. Est-ce que c'est eux qui doivent prendre les décisions ? Évidemment, non. Ces décisions doivent être décidées par les représentants du peuple, par les gouvernements souverains, qui doivent prendre ces décisions à l'aune
de ces expertises, à l'aune de ces statistiques, de ces études, bien évidemment. Mais encore une fois, il y a deux choses. On parlait des agences, puisque certains nous disent vous êtes anti-écolo parce que vous voulez supprimer l'ADEME. L'ADEME nous a fait une opération plante ton slip. L'agence de transition énergétique. Une opération, il fallait planter son slip dans le jardin pour regarder finalement la qualité des sols. Est-ce que c'est vraiment utile en fait de financer avec l'argent public des dispositifs de ce type qui sont assez ridicules, il faut bien le dire, et qui n'arrangent en rien la situation du climat. Vous ne pouvez pas réduire l'activité de l'ADEME à une opération... Il y a énormément d'idéologie dans tout cela, et vous avez oublié une mesure principale, notamment qui permettra de lutter contre le réchauffement climatique, c'est notamment le localisme. Le localisme qui est porté par Rassemblement National, faire en sorte que tout ce que nous pouvons produire, consommer, retraiter près de chez nous, nous ne le fassions pas au bout du monde. On le sait depuis de nombreuses années, grâce à de nombreuses études, qu'un supertanker, un seul supertanker qui traverse l'Atlantique pollue autant que 1 million de véhicules. Donc plutôt que de s'en prendre à Madame Michu, qui utilise son véhicule diesel, à qui on veut interdire les grandes villes avec ces zones à forte exclusion, ZFE, nous pensons qu'il vaut mieux relocaliser pour polluer moins. L'un n'empêche pas l'autre. Et Madame Michu, je reprends votre terme de Madame Michu, mais que je n'emploierai pas normalement. J'ai beaucoup de respect pour Madame Michu. Aussi que Madame Michu peut subir, si elle a une mère qui est âgée ou un père qui est âgé, les conséquences. Ce que voulait dire, ce qu'on voulait vous dire sur l'ADEME, c'est qu'il y a toujours des anecdotes où il y a des actions ridicules d'un certain nombre d'agences qu'on ne peut pas les limiter à ce genre de choses, et que d'autre part, pour moi, avoir suivi depuis très longtemps le Rassemblement National, le Front National et le Rassemblement National, quand on vous parlait d'écologie, on avait le localisme systématiquement, dont M. Juvin, qui était député européen, avait fait sa spécialité. Il avait notamment écrit un livre là-dessus, et qu'on avait l'impression que l'environnement, au RN, se limitait à considérer qu'il fallait produire. C'est très bien sur les cantines, sur les restaurants, c'est-à-dire en gros, essayer de manger ce qui n'est pas loin et de planter ce qu'on va bientôt manger. En gros, et que vous avez sous-estimé, mais comme Claude Allègre, comme plein de gens, pas du tout, la vision beaucoup plus globale des choses qui concernent tout le monde, les grands groupes comme Madame Michu. Regardons concrètement ce que proposent les écologistes aujourd'hui. Que proposent les écologistes aujourd'hui, qui sont aujourd'hui des groupes d'extrême gauche? C'est pas les écologistes, l'écologie. Parce qu'ils font la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, si on en est là, peut-être qu'on va parler de la canicule, si on a pris un retard phénoménal, délirant, en termes de développement de la climatisation, c'est à cause d'eux notamment. C'est à cause de ces idées, de ces lubies qui ont été injectées dans le débat public, comme quoi les climatiseurs réchauffaient la planète. Tout ça, ce sont des conneries monumentales. Alors, en l'occurrence, la génération de climatiseurs, les nouveaux, les nouvelles générations... Maintenant, on est d'accord, c'est faux. On a pris des années de retard, puisqu'il y a eu des gens qui nous ont dit qu'il fallait faire comme ça. Pourquoi on a, à un moment donné, voulu... En tout cas, le gouvernement Macron a voulu sacrifier le nucléaire. Aussi parce qu'il y a eu cette tendance, cette idéologie, les Verts allemands, les Verts français, qui ont voulu se passer du nucléaire, qui était une folie écologique pour le coup. C'est l'énergie la plus décarbonée, c'est l'énergie la moins sale, et c'est l'énergie surtout qui est la moins chère. Mais là-dessus, on l'a déjà dit ici plusieurs fois, on a posé la question, on demandait aux écologistes, normalement, pourquoi ils avaient des... Pourquoi est-ce que vous êtes contre les énergies renouvelables, par exemple? Ah, pas du tout. Ou pas du tout spécialement. On est contre les énergies intermittentes. Alors? Pas contre les énergies renouvelables. Il y a un mensonge qui est fait en disant que les énergies de type... les dispositifs de type éolien ou solaire sont renouvelables. C'est faux. Ils sont arrimés à des moteurs thermiques. Les éoliennes, il faut le redire, fonctionnent 25% du temps. Si les 75% du temps restant, c'est du gaz ou du charbon ou du pétrole. Donc à un moment donné, il faut dire que cette énergie est polluante. Et d'ailleurs, prenons l'exemple allemand aussi. Si les Allemands qui ont abandonné le nucléaire et ont mis du charbon. Exactement. Ils ont réouvert des centrales à charbon pour alimenter et pour faire fonctionner et tourner leurs éoliennes. C'est pas ça, c'est parce que les éoliennes sont-elles polluantes? Faites attention, on va soumettre cette déclaration à notre équipe. J'ajouterais vrai ou faux? Les éoliennes contribuent aussi à la dévastation de la biodiversité, puisqu'elles tuent les espèces de chauves-souris et d'oiseaux migrateurs. En mer, celles qui sont en haute mer ne sont pas dangereuses pour la biodiversité. En tout cas, elles nuisent à la pêche et à l'activité de nos pêcheurs. Juste précisons que pour l'Allemagne, c'est pour se passer du nucléaire que le charbon a été rouvert. Ça n'est pas pour pallier... Ce n'est pas pour les renouvelables. C'est parce que, après Fukushima, il y a eu un mouvement de panique qui a permis aux éoliennes de tourner.
Mais c'était pas pour les éoliennes, c'était pour toute l'énergie, le charbon. Et ils en reviennent d'ailleurs. Ils reviennent. Oui, ils en reviennent parce que. Voilà. Julien Audoul, est-ce que comme Marine Tondelier, peut-être on va vous mettre Oula, d'accord là-dessus, attention. je sais ça commence bizarrement pour vous, est-ce que comme Marine Tondelier, vous pensez que le gouvernement a mal anticipé cet épisode de chaleur intense que vit la France depuis plusieurs jours maintenant? Mais ça fait des années que les gouvernements n'anticipent pas. Ça fait des années, et on le sait, que les épisodes de canicule sont récurrents. Ils sont de plus en plus intenses. On le sait, Marine Le Pen a proposé un grand plan de climatisation des bâtiments publics, des écoles, des hôpitaux, des EHPAD, des transports. On a pris un retard phénoménal, je vous le dis. Et le véritable problème, c'est que ça nuit à toute l'activité économique, au-delà évidemment du bien-être et du confort et de la survie aussi de nos concitoyens les plus fragiles. Mais si on ferme des écoles, vu les résultats qu'on a, c'est quand même problématique. Si vous avez des services entiers qui sont obligés de se réorganiser parce qu'il n'y a pas de climatisation, mais c'est un vrai problème de société. Il y a des gens qui doivent aller travailler, qui n'ont pas le choix, quelle que soit la température, parce qu'ils doivent gagner leur vie. Je ne sais pas si c'est le cas de ce jeune homme de 19 ans qui est mort la nuit dernière après avoir été victime d'un coup de chaud alors qu'il travaillait sur une toiture sous une intense chaleur. Mais, et puis ça sera ma dernière question concernant Marine Tondelier, mais Marine Tondelier, elle propose un congé climatique de 4 jours, ça existe de 5 jours, voilà, c'est 4 jours en 5 jours par an. Elle propose 5 jours par an justement pour permettre à des gens de ne pas aller travailler et d'être indemnisés lors de ces épisodes exceptionnels. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours dans la continuité de l'éloge de la paresse. Mais c'est une fausse bonne idée, bien évidemment. Que les employeurs indemniser quelqu'un qui travaille sur un toit quand il fait 40 degrés, c'est l'éloge de la paresse? Non, ce que je vous dis, c'est qu'il y a un problème global qui ne doit pas être résolu par l'arrêt du pays. Parce que ce que nous propose Marine Tondelier, c'est l'arrêt du pays. Nous, ce que nous voulons, c'est un grand plan de développement de la climatisation dans les services publics, plutôt qu'investir 1 milliard d'euros pour la transition énergétique de l'Afrique du Sud, plutôt que verser 15 milliards d'euros à l'Ukraine, peut-être qu'on peut investir sur la climatisation. Pour l'ouvrier couvreur, la climatisation, non mais alors, attendez, là vous me prenez un exemple. Je vous prends un exemple concret. Qu'est-ce qu'on fait avec ces professions-là? Évidemment qu'il y a des métiers spécifiques qui doivent travailler à l'extérieur, qui sont des travaux difficiles, où il faut évidemment s'adapter. Mais pour tout ce qui peut se faire à l'intérieur et pour tout ce qui concerne les particuliers, j'ai lu une étude récemment qui montre qu'il y a seulement 4% des foyers en France qui disposent d'un système de climatisation fixe. 4%. Enfin, je veux dire, il y en a plus. Quand on monte à avoir un petit climatiseur, au moins dans une pièce, on ouvre la fenêtre et on met le tube atteint dehors. 30 ou 40% là. 20%. Vous êtes généreux, c'est 20%, mais c'est 4% pour un système de climatisation fixe. Donc, très clairement, nous avons pris beaucoup de retard. Et ça, excusez-moi, c'est le rôle de l'État d'inciter, de développer et d'engager ce processus. Et c'est ce que fera Marine Le Pen quand elle sera au pouvoir. Vous avez dit tout à l'heure, comment on finance ça? C'est parce que vous avez parlé de tous les bâtiments publics, les transports, et vous avez dit il suffit d'arrêter à l'Ukraine et l'Afrique du Sud. Non, je vous prenais 2 exemples. Non, mais comme si c'était l'Ukraine, on ne le fait pas pour... Enfin, on le fait parce qu'ils ont été attaqués, qu'ils ont besoin d'armes et qu'ils ont besoin de se défendre. Je vous ai pris ces 2 exemples. Alors, si vous me dites, on supprime toute l'aide publique à tous les pays. Je vous dis ça. Et l'Ukraine, on leur envoie plus ni armement ni rien. Ça, je le comprends. Mais comme ça, je comprends où vous mettez l'argent. Non, mais je ne peux pas balancer juste comme ça. Depuis des mois, si ce n'est des années, on nous dit qu'on n'a plus d'argent, on nous dit qu'on n'a aucune marge de manœuvre, on nous dit qu'on est proche de la débâcle budgétaire, ce qui est certainement une réalité, sauf qu'on a beaucoup d'argent qu'on gaspille, et beaucoup d'argent qui ne sert pas à l'intérêt de nos concitoyens. Je repense effectivement à ce qui a été engagé pour la transition écologique de l'Afrique du Sud. Quand on est à un retard comme le nôtre, quand on a des difficultés sociales, environnementales, sanitaires comme notre pays, je pense que ce milliard d'euros qui a été investi en Afrique du Sud, il serait mieux de l'investir pour nos concitoyens. Mais l'Ukraine, non. Enfin, ça, là, vous revenez sur l'Ukraine. On est contre, ça ne vous a pas échappé, qu'on est contre les 15 milliards, non pas de prêts, de dons. On va donner, puisque, vous le savez, le remboursement est assujetti à la volonté de la Russie de payer des réparations. Donc, c'est-à-dire que la Russie ne paiera jamais de réparations. C'est quand même un prêt. Non, sur le papier. Oui, mais sur le papier peut-être, mais dans les faits, c'est de l'argent qui est perdu et c'est de l'argent qui ne sert pas les Français. La retraite.
la retraite. Vous êtes toujours pour la retraite à 62 ans, puisque c'est toujours normalement la ligne officielle, mais on a cru comprendre que Jordan Bardella avait dit oui, peut-être qu'on changera les choses. Jean-Philippe Tanguy a dit oui, mais alors si on dit 62 ans et qu'après... Il faut qu'il y ait un âge légal, en clair. Non, mais déjà, il ne faut pas parler d'âge, il faut parler d'annuité. Et donc vous supprimez l'âge légal. Non, mais ce que je veux dire, je sais que c'est très difficile, mais ce qui compte, c'est les annuités travaillées. Et le système, il est très simple. Vous supprimez l'âge légal de départ. Aujourd'hui, il y a un âge de... Oui, bien sûr. D'accord, donc vous dites qu'il ne faut pas en parler, mais il existe. Mais c'est pas qu'il ne faut pas en parler. Mais vous le supprimez ou pas? Ce qui compte, c'est le système... Vous voulez pas le dire? Non, c'est pas ça. C'est le système qui consiste à faire partir plus tôt à la retraite des Français qui ont eu des travaux difficiles, manuels. Vous me parliez du couvreur. Le couvreur qui a commencé à 17-18 ans, effectivement, il faut qu'il parte avec 40 annuités travaillées. Ça, c'est sûr. Et celui, en revanche, qui a commencé à 25 ans, qui a fait des études, qui est fonctionnaire, qui a un métier dit intellectuel, il faut qu'il parte avec 42 annuités pour avoir une retraite à taux plein. Là, c'est tout. Alors, simplement, dans la symbolique, quand on a une campagne électorale, les choses sont souvent simplifiées. Donc, on avait entendu pour la réforme... On l'a remarqué. Oui, on a remarqué que c'est simplifié. Non, mais on entend retraite à 60 ans, retraite à 62 ans. Oui, quand on écoute Jean-Luc Mélenchon ou quand on écoute Marine Le Pen. Et en revanche, un certain nombre de personnes s'opposent au gouvernement précédent ou à l'ère Macron en disant qu'on a supprimé la retraite à 60 ans, à 62 ans. C'est vous, si vous deviez expliquer à un électeur, vous lui dites c'est par annuité et il n'y aura pas d'âge légal, c'est-à-dire si tu n'as pas tes annuités, ou si tu les as, tu peux partir avant, tu n'auras pas ton montant de retraite. Pour départager, parce qu'on ne cherche pas des choses tordues, on entend des choses qu'on ne réussit pas à comprendre entre Jordan Bardella, Marine Le Pen ou Jean-Philippe Tanguy. Donc expliquez-nous clairement. C'est pourtant le même système depuis 2022, c'est assez hallucinant qu'on soit contraint de le répéter, mais je veux bien le répéter. Et surtout que nous aurons ce débat dans la campagne présidentielle, où là, tous les candidats pourront... et tous les Français, surtout, pourront comparer les systèmes de retraite qui sont proposés. Effectivement, il y a certains qui sont très simplistes, qui nous disent retraite à 60 ans, on ne sait pas comment c'est financé, on ne sait pas quelles sont les modalités, etc. Et puis vous en avez d'autres qui disent il faut travailler beaucoup plus. Édouard Philippe, il faut continuer. 67 ans, et pourquoi pas demain 70. Donc nous, on a un système qui est le plus juste et qui est le plus pérenne d'un point de vue économique et qui s'adapte en fait au profil de chaque Français, à sa réalité professionnelle, c'est-à-dire que si on a commencé à travailler plus tôt, si on a eu un métier manuel, si on a commencé à travailler le plus tard, pour respecter finalement la vie de chacun, parce que la retraite, c'est pas une donnée comptable, en fait, c'est une donnée humaine. C'est un permis à points, c'est une retraite à points. C'est-à-dire que non, c'est pas de la capitalisation. Non, retraite à points, c'est pas de la capitalisation. C'est si j'ai commencé comme couvreur à l'âge de 15 ans, j'ai une sorte de bonus qui me permet de partir plus tôt. Mais oui, mais exactement. Si vous commencez avant 20 ans, vous partirez plus tôt que celui qui a commencé à travailler à 24, 25, 26 ans. Je pense que n'importe qui peut comprendre cette réalité-là, que ceux qui sont épuisés physiquement, qui ont eu des métiers manuels, qui ont eu des horaires décalés, puissent partir avant celui qui a été épargné physiquement. Bon, donc ça veut dire qu'il y a des professions qui sont labellisées comme pouvant partir plus tôt que les autres. Il y en a déjà. Oui, mais justement, au moment des négociations sur les retraites, on a considéré que la pénibilité, il y avait un certain nombre de réticence à la reconnaître. Donc, c'est pas réglé. Mais la réalité, c'est que vous avez 90% des travailleurs qui commencent à travailler avant 20 ans qui ont des métiers difficiles. Alors, c'est très, très rare, effectivement, que quelqu'un ait travaillé avant 20 ans, à 18 ans, à 19 ans. Donc, plus d'âge légal de la retraite. On travaille sur les annuités. Mais le plus important, effectivement, pour que ce soit clair, c'est 40 annuités quand on a commencé à travailler avant 20 ans, 42 annuités pour ceux qui ont commencé à travailler après 20 ans. Et plus d'âge légal. Le moratoire de 3 ans sur l'immigration, proposé par Gérald Darmanin. Il a fait cette proposition il y a quelques jours. A priori, il faudrait réformer la Constitution pour pouvoir appliquer ce moratoire. C'est quelque chose que vous pourriez mettre en place si vous arriviez au pouvoir en 2027 ? Monsieur Darmanin n'a pas de figure. Parce que Monsieur Darmanin, qui, il y a encore quelques temps, nous disait, c'était chez vos confrères de France 5, que l'immigration était un grand mouvement auquel il fallait se plier, qu'il fallait se résigner à accueillir des populations. M. Darmanin, qui a été l'un des pires ministres de l'Intérieur en termes de premier titre de séjour délivré, c'est 1,5 million dans les 4 ans où il a été ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, parce qu'il est en campagne et parce qu'il a envie de reprendre les thèmes du Rassemblement national, il nous dit moratoire sur l'immigration. Je trouve ça d'un pathétique et d'un navrant, et ça devrait surtout l'inciter à arrêter de faire de la politique, à arrêter de mentir aux Français.
Pourquoi mentir en français? Il ment en français. Il y a eu une période aussi avec l'Ukraine et tout, où les entrées de personnes étrangères sur le territoire étaient plus volumineuses que celles qu'il y avait avant. C'est lui qui s'est battu pour que les OQTF soient exécutés. Vous considérez que c'est véritablement celui qui a le plus laissé tomber toute cette pensée sur l'immigration et toute cette politique? En tout cas, c'est celui qui a battu des records, mais Monsieur Retailleau est effectivement comptable aussi de ce bilan. L'année dernière, c'est 384 000 titres de séjour. Les titres de séjour, c'est le ministre de l'Intérieur qui les délivre. Parce que les OQTF, vous savez, il y a toujours la façon de se retrancher en disant « Mais oui, mais c'est la diplomatie, c'est pas consulaire. » C'est pas moi. C'est pas moi. Mais la réalité, c'est que jamais un gouvernement macroniste n'a mis un frein à l'immigration. Au contraire, ils ont incité à toujours plus d'immigration parce que pour eux, c'est un projet. Il faut accueillir toujours plus de population alors qu'on a beaucoup de chômage, alors qu'on a beaucoup de précarité. Et les chefs d'entreprise qui disent qu'ils ont besoin de main-d'œuvre? Mais ça, c'est un faux débat, encore une fois. Pourquoi ça, c'est un faux débat parce que vous avez énormément d'étrangers, vous avez une surpopulation étrangère qui est au chômage. Voilà. Donc, encore une fois, si on avait une migration de travail, moi, je veux bien. Mais la réalité, c'est qu'on a seulement 10% des gens qui viennent en France qui viennent pour travailler. François Hollande a dit qu'il se déclarerait en décembre candidat à la présidentielle s'il décidait de se déclarer. 2027 ou... Voilà. S'il décide de se déclarer, il le fera en décembre prochain. Ça serait un adversaire redoutable, François Hollande, avec son expérience d'ancien chef d'État face à un Jordan Bardella. C'est pas faire injure de le dire, plutôt jeune et inexpérimenté? Vous savez, François Hollande n'a pas pu se représenter en 2017 parce que son bilan était tellement calamiteux qu'il n'a pas pu le présenter devant les Français. Là, aujourd'hui, il se rêve en recours parce que l'offre politique à gauche est d'une pauvreté affligeante. En fait, personne n'arrive à surnager et à essayer de tailler des croupières à Jean-Luc Mélenchon. C'est ça la réalité. Donc ça... Raphaël Glucksmann, excusez-moi, enfin bon, c'est un robinet d'eau tiède. On sait pas. Peut-être que quand on dit... je veux dire, j'ai pas l'impression que ça enthousiasme. Donc que François Hollande ait le fantasme d'être l'homme providentiel comme tous. Hein, on a une épidémie de candidatures anticipées, de candidatures précoces. Très bien. Nous, on se concentre sur notre projet. On a une responsabilité au Rassemblement national avec Marine Le Pen, Jordan Bardella. C'est sauver notre pays et notre peuple mis à mal par 10 ans de macronisme. C'est Julien Sanchez qui va être directeur de campagne. Oui. Dans un cas comme dans l'autre. Tout à fait. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence programmatique en fonction de ce qu'on aura le 7 juillet, à savoir le jugement. C'est-à-dire que Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est la même chose en termes d'idées, de programme. C'est le même programme. C'est le programme et la ligne de Marine Le Pen. C'est le programme du Rassemblement national. Et c'est pour ça que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont souhaité nommer Julien Sanchez, qui a eu d'excellents résultats en tant que directeur de campagne des élections municipales, qui a eu d'excellents résultats aussi quand il était maire de Beaucaire pendant 10 ans. Ils ont des différences, évidemment. Ils n'ont pas le même caractère, ils n'ont pas le même âge. Non, mais je ne parle pas de ce genre de choses. Il y en a un qui est blond et l'autre qui est brun. Je veux dire, ils auront des différences, évidemment, comment dirais-je, de discours, parce qu'ils sont différents. Mais en revanche, sur la ligne Union des droites, ni à droite ni à gauche, au centre en France, c'est pareil aussi. Parce que quand on ne sait pas nous qui inventons des différences entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Un petit peu, quelquefois. Non, on n'a pas besoin de les inventer. C'est vrai qu'il est plus droite compatible. Droite les deux sont France compatibles. Et les deux se situent au-dessus des partis, au-dessus des clivages, au-dessus, effectivement, de ce clivage archaïque droite-gauche, au-dessus, effectivement, de ces duels qui n'en sont pas, parce que ça se finit toujours en alliance. Donc, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, il y aura le dépassement... Et l'un fera la campagne de l'autre. Bien sûr. Et réciproquement. Bien évidemment. Mais vous le savez, si c'est Marine Le Pen, comme nous le souhaitons, qui est candidate à la présidentielle, Jordan Bardella sera son Premier ministre en cas de victoire. Et si c'est Jordan Bardella, notre candidat, Marine Le Pen fera sa campagne et sera évidemment en soutien. Une image, Julien Audoul, de la représentation de la pièce de Patrick Bruel. Je ne sais pas si vous avez vu ces images hier soir, qui a été momentanément interrompue par l'irruption de militantes féministes du collectif Nous Toutes. Regardez.
Voilà, Patrick Bruel qui est visé par 4 plaintes pour viol en France, une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique qui conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Comment réagissez-vous à ces images? Est-ce que Patrick Bruel peut continuer son métier comme avant? Patrick Bruel est présumé innocent. Il n'a pas été condamné. Donc, bien évidemment, il doit pouvoir continuer ses activités. Après, c'est à lui de décider s'il le peut et s'il le souhaite. Moi, je dénonce cette présomption d'innocence à géométrie variable. Je me rappelle que tous les mouvements de gauche, et beaucoup de mouvements de gauche, ont défendu la présomption d'innocence pour Tariq Ramadan, le violeur islamiste. À l'époque, je n'ai pas beaucoup vu d'intrusion dans les colloques ou les manifestations de Tariq Ramadan. Là, je vois que pour M. Bruel, il en est tout autre. La présomption d'innocence, c'est pour tout le monde, c'est l'état de droit, c'est un principe qui est sacré et il doit être respecté. Merci Julien Audoul. Merci à vous. Merci Nathalie. À très vite sur France Info. Bonne soirée. Les informés dans un instant.